Donc déjà, bonjour à tous, je suis Hortense Saint-Hilaire, bienvenue au webinaire de France Fil à Pêche. Pour ceux qui n'ont pas encore assisté à un webinaire, il s'agit d'un format relativement court qui a pour but de vous présenter de manière vulgarisée des projets de recherche cofinancés par France Fil à Pêche, qui ont tous en commun le partenariat scientifique-pêcheur qui fait vraiment partie de leur ADN. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les précédentes éditions sur le compte YouTube de Pavillon France, donc il y a eu d'autres éditions sur le Falbu, le Petit Pélagique, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir la coquille Saint-Jacques qui place justement ce partenariat scientifique-pêcheur au cœur de sa gestion. La coquille Saint-Jacques, c'est la première espèce débarquée en volume et en valeur en France, malgré une fermeture totale de la pêche en été. Donc, on peut qualifier sa gestion d'atypique car elle est vraiment unique en France et vous allez découvrir pourquoi. À travers ce webinaire, l'objectif est d'abord de vous présenter la coquille, sa vie et sa pêche, mais également sa gestion. Puis vous découvrirez avec Éric Fouché, directeur scientifique de la campagne d'évaluation Comore, d'où viennent les données qui servent chaque année à déterminer ces mesures de gestion. Et pour finir, Philippe Cugier, chercheur à l'IFREMER, vous parlera de la problématique des efflorescences toxiques et des solutions explorées par le projet Mascouette. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Donc, vous avez un bouton questions et réponses dans lequel vous pouvez écrire votre question et on y répondra à la fin. Donc, la présentation va durer 1 heure et il y aura 30 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Pour commencer, vous demandez peut-être pourquoi on appelle ce coquillage une coquille Saint-Jacques. Eh bien, ça remonte au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle où les pèlerins avaient pour habitude de ramasser la coquille et de l'accrocher à leur veste pour se reconnaître entre eux. Et en plus, elle avait la réputation de porter chance. Donc aujourd'hui en France, cette appellation commerciale de coquille Saint-Jacques, de Saint-Jacques, désigne depuis 1996 l'ensemble de la famille des pectinidés, donc dès qu'ils sont transformés en noix surgelées ou en plats cuisinés. Donc la famille des pectinidés, c'est la famille des pétoncles et des coquilles Saint-Jacques. Donc il y a différentes espèces qui existent dans le monde. Il y en a certaines de pays étrangers qui peuvent se retrouver dans votre assiette, hein, comme par exemple les noix de péton qui proviennent généralement du Canada, d'Argentine ou du Pérou. Il y en a certaines qui proviennent de l'aquaculture. Mais en Europe, on a un peu moins de 30 espèces, parmi lesquelles 5 ont une taille assez grande et cependant suffisante pour faire l'objet d'une exploitation commerciale. Nous avons la coquille Saint-Jacques, telle qu'on l'entend, donc de l'espèce scientifique Pecten maximus. On a aussi la coquille Saint-Jacques de Méditerranée qu'on retrouve sur les côtes de Méditerranée, du nom scientifique de Pecten jacobaeus. On a aussi le pétoncle vanneau, le pétoncle noir et le pétoncle d'Islande. Mais finalement, la principale espèce qui est pêchée sur nos côtes et que vous pouvez retrouver fraîche encore dans leur coquille, c'est la Pecten maximus, donc la coquille Saint-Jacques. Cette Pecten maximus, vous pouvez la retrouver de la Norvège jusqu'au Portugal. C'est une espèce benthique, donc on la retrouve sur des fonds sablo-vaseux. Elle est vraiment posée sur le fond. On peut la retrouver jusqu'à 150 mètres de profondeur, mais ça, c'est des conditions assez extrêmes. Et finalement, elle est la plus abondante entre 20 et 50 mètres. Et c'est justement là qu'elle va faire l'objet d'une exploitation. Pour vous donner quelques notions sur son anatomie, donc vous connaissez sûrement la noix de Saint-Jacques, la noix qui est en fait le muscle adducteur de la coquille qui lui permet d'ouvrir et de fermer ses valves. Vous connaissez également le corail qui est également comestible. Ça, c'est les gonades de la coquille. Vous avez une partie orange ici qui est une partie femelle et une partie blanche que vous pouvez voir là qui est la partie mâle. Donc c'est une espèce hermaphrodite. Elle a également des branchies qu'on aperçoit ici légèrement, des branchies à lamelles qui lui permettent de respirer en filtrant l'eau, mais également de se nourrir de plancton végétal ou de phytoplancton qui sont en suspension dans la colonne d'eau. Petit fun fact sur la coquille, elle possède 200 yeux qui lui donnent une vie à 250 degrés. Il y a une étude en Israël qui est sortie récemment et qui démontrerait que ces yeux sont composés de miroirs disposés comme dans un télescope.
Donc, pour vous en dire un peu sur son cycle de vie, tout d'abord, il y a un premier pic de ponte de fin avril à juin, puis des reliquats de ponte tout au long de l'été, et un deuxième pic de ponte fin août. Donc, elle commence sa vie en tant que larve. C'est une larve qu'on peut qualifier de planctonique, hein, puisqu'elle se déplace au gré des courants dans la colonne d'eau. C'est donc sa phase pélagique. Elle est dans la colonne d'eau. Ensuite, elle va passer au stade juvénile. Donc, on peut appeler des toutes petites coquilles Saint-Jacques qu'on appelle naissants. Et donc là, elles passent en phase benthique, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment fixées au sol. Et ensuite, à 3 mois, elles vont se détacher et passer en phase de vie libre. C'est-à-dire qu'elles vont être simplement posées sur le sol. Donc, on va encore les appeler d'espèces benthiques. Elles vont être posées sur les sédiments au fond de l'eau. Et donc là, elles entament une croissance très rapide les 2 premières années. Et vous allez voir que cette coquille donc, peut se déplacer. Elle peut se déplacer pour échapper aux prédateurs, donc en claquant ses 2 valves comme ça. Et ces prédateurs, ça peut être l'étoile de mer ou bien le poulpe. Donc ensuite, elle atteint sa maturité sexuelle et sa première ponte à environ 2 ans. Donc à 2 ans, elle peut mesurer plus de 10 cm en général, mais ça va dépendre des gisements. Par exemple, en baie de Seine, où il y a un fort apport de nutriments qui arrivent de la Seine, elles vont grandir plus vite et atteindre ces 10 cm à 1 an et demi. Donc chaque gisement a vraiment des conditions qui lui est propre. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur cette espèce, je vais maintenant vous parler de son exploitation. Donc, la coquille Saint-Jacques est principalement pêchée à la drague, mais elle peut aussi être pêchée en plongée. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, il y avait 22 licences de plongée en 2021 et 693 à la drague. Donc voilà, quand même, la majorité des débarquements sont issus de techniques de pêche à la drague. Pour vous présenter un peu cet engin de pêche, donc la drague se compose d'un panier qui est constitué d'anneaux que vous pouvez voir ici. C'est des anneaux qui sont attachés entre eux et qui vont déterminer la sélectivité de la drague. C'est-à-dire que plus les anneaux sont grands, plus ils vont laisser passer les petites espèces qui ensuite auront le temps de se reproduire et de grandir. Ensuite, ce panier donc, est attaché à une armature métallique et rigide qui est composée d'une partie inférieure qui est munie de dents qui permettent de remuer donc, la surface des sédiments, mais c'est vraiment en surface. Vous avez vu, les coquilles Saint-Jacques sont très très peu enfouies, elles sont plutôt posées sur le fond. Et donc de récupérer les coquilles Saint-Jacques qui sont ensuite piégées dans cette poche, dans ce sac. Il existe plusieurs types de dragues. Donc, ici, vous pouvez voir une drague bretonne qui est constituée d'une seule poche. Mais il y a également des dragues anglaises ou des dragues à ressort qui, là, sont composées de plusieurs sacs qui mesurent chacun 80 cm, en moyenne en tout cas, et qui sont tous accrochés à une grande armature métallique qui est montée sur des ressorts qui permet de lever les dents quand elle rencontre un obstacle et de rabaisser les dents quand l'obstacle est passé. Donc, c'est une drague qui est plus adaptée au fond, au rocheux. Donc, en général, ces poches sont montées par 2 par 2 à 8 par barre. Pour vous décrire un peu comment se passe une opération de pêche à la drague, il faut savoir qu'il y a un encadrement réglementaire qui limite le temps de pêche et qui donne 1 heure de départ et 1 heure de fin. Donc, si vous voulez, quand la pêche à la coquille Saint-Jacques ouvre, c'est tous les bateaux qui sont prêts à mettre leur drague à l'eau dès que le top départ est donné. Donc, une fois que la drague est mise à l'eau, c'est la course. Il faut vraiment collecter le plus de coquilles. Donc, souvent, c'est 45 minutes, le temps qui est limité. Donc, en 45 minutes, ils doivent mettre la drague à l'eau. Ensuite, ils la traînent. En général, ça dure 10 minutes pour remplir la poche de coquillage. Elle est remontée par un treuil électrique et donc il faut vraiment aller très très vite, la vider et la remettre à l'eau le plus vite possible. Donc ensuite, pendant que la drague est à l'eau, à bord, les matelots et les pêcheurs vont trier et nettoyer les coquillages. Et une fois que l'opération de pêche est finie, ils rentrent en port pour débarquer tous sans crier.
La pêche à la coquille Saint-Jacques s'organise selon les gisements naturels de coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire que des gisements, c'est des endroits où on a une abondance de coquilles. C'est lié à cet environnement qui est propice à leur développement. Et donc, c'est là que va se faire la pêche à la coquille. Vous pouvez voir en France, on a 14 gisements de coquille Saint-Jacques. Donc, les principaux gisements, c'est la baie de Seine, juste ici, et la baie de Saint-Brieuc, juste là. C'est les principaux gisements qui font l'objet d'une exploitation, c'est-à-dire qu'ils ont la plus grande part des débarquements en France. Donc maintenant, vous en savez un peu plus sur comment est pêchée la coquille Saint-Jacques. Je vais maintenant vous en dire un peu plus sur la flottille qui exploite cette espèce. Donc c'est une pêche qui est côtière, vous l'avez vu, les gisements sont répartis plutôt proches des côtes. C'est des petits navires qui font en moyenne 11 mètres, mais pour vous donner une idée, il y a la réglementation, par exemple en baie de Saint-Brieuc, qui limite la taille des bateaux à 13 mètres, ou alors en baie de Seine, où elle est limitée à 16 mètres. Donc, c'est des petits bateaux de pêche. Il peut s'agir de dragueurs qui pratiquent la drague à l'année, mais qui ciblent d'autres espèces en dehors de la saison de la coquille Saint-Jacques, ou bien de chalutiers qui s'équipent de drague pendant la saison de la coquille, parce que voilà, c'est vraiment comme une mine d'or, on va dire, c'est vraiment une part importante du chiffre d'affaires de beaucoup de pêcheurs. Donc, pour vous donner un peu une idée de la place de cette pêche en France, de l'importance de cette pêcherie, voici une infographie qui est basée sur des données de 2021 issues de l'Ifremer ou bien de la DGAMPA. Donc, la pêche à la coquille Saint-Jacques, c'est 572 navires qui ciblent cette espèce pendant la saison, ce qui correspond à 13,7% de la flotte métropolitaine. Donc, c'est vraiment conséquent. Ça montre l'importance de cette pêche pour de nombreux pêcheurs en France. C'est également 39 256 tonnes de coquilles Saint-Jacques débarquées par an en 2021, ce qui constitue 8,9% des débarquements en métropole. C'est encore une fois très conséquent puisque c'est la première espèce en volume débarquée en France. C'est également 104 millions d'euros, ce qui représente 9,7% de la valeur des débarquements et qui en fait également la première espèce en valeur. Vous voyez, c'est une espèce qui est extrêmement importante économiquement en France. Donc, maintenant que vous en savez un peu plus sur la pêche à la coquille Saint-Jacques, je vais vous parler de sa gestion. Une réglementation qui est très contraignante et unique en France, mais qui a l'initiative des pros, des professionnels de la pêche, qui sont vraiment eux-mêmes acteurs de cette gestion et qui s'organisent vraiment avec les comités de pêche. Il existe plusieurs niveaux d'encadrement. On a un niveau européen donc qui encadre l'effort de pêche en limitant la puissance du bateau, le pourcentage limité de capture accessoire qui s'élève à 5%. On a également la taille minimale de capture qui est réglementée, qui s'élève à 10%. Et pour finir, il faut être titulaire d'un permis de pêche spécial pour pouvoir pêcher la coquille Saint-Jacques en Europe. Ensuite, on a un deuxième niveau d'encadrement, donc en France, où là, il faut être titulaire d'une licence de pêche. Le diamètre des anneaux, donc, qui détermine la sélectivité de la drague, est limité à 92 mm. Ensuite, on a une fermeture saisonnière du 15 mai au 1er octobre qui correspond à la période de reproduction de la coquille Saint-Jacques. Et en fait, ça permet à la coquille Saint-Jacques de se reproduire, mais c'est aussi la noix en fait, est de moins bonne qualité pendant cette saison puisque le corail prend plus de place dans la coquille, comme c'est la période de reproduction. Donc, de toute façon, la noix est de moins bonne qualité pendant la saison de reproduction. Ensuite, on a un dernier niveau de réglementation qui peut être encore affiné à l'échelle du gisement avec des restrictions plus fortes. Donc, cela permet d'avoir vraiment un encadrement spécifique en fonction des particularités de chaque gisement. C'est un système de gestion qui est mis en place par les comités. Donc, ici, vous avez une représentation de ce système de gestion. On a d'abord des connaissances scientifiques et empiriques chaque année sur la coquille et sa pêche, qui sont ensuite étudiées en commission
de coquille Saint-Jacques qui donne un avis et qui est ensuite voté au conseil départemental, au conseil du comité départemental. Ensuite, on a un avis à nouveau de la commission coquillage du comité régional des pêches. Pour finir, une délibération du bureau du comité régional avec la mise en place d'un arrêté préfectoral qui va rendre obligatoire cette réglementation. Là, c'est un système qui est typiquement breton. Donc, ces deux étapes-là, par exemple, ne sont pas en Normandie. On passe directement des connaissances scientifiques à la commission coquillage qui va donner un avis. Donc, le type de mesures qui peuvent être mises en place par les comités des pêches, c'est par exemple le jour et le temps de pêche qui peuvent être limités. Par exemple, en Bretagne, les pêcheurs ont droit à 2 sorties de pêche par semaine, chacune de 45 minutes. Vous voyez, c'est quand même assez court. Ensuite, il y a un quota journalier en baie de Seine avec une quantité maximale par bateau par marée. On a aussi, par exemple, la sélectivité de l'engin, encore avec les anneaux qui peuvent être encore plus agrandis, donc 97 mm en Bretagne. On a une taille minimale de capture qui, là encore une fois, dans le Nord Cotentin, par exemple, est fixée à 11 cm, donc qui est encore plus grande que la taille nationale. Ensuite, il faut savoir que c'est un système, on a une surveillance qui est tout à fait renforcée. Donc, les professionnels peuvent parfois financer la présence d'un avion qui va survoler les zones de pêche pour s'assurer que tous les pêcheurs respectent cette réglementation. Il y a également un système de jachère qui est mis en place en 2016. Et donc là, c'est des zones de pêche qui sont interdites toute l'année à la pêche. Et donc ça permet à ces zones d'avoir ces zones de jachère ou d'avoir des jeunes individus qui peuvent grandir, on va dire, tranquillement pour augmenter la densité locale et augmenter leurs chances de reproduction. Donc, ces zones de jachère tournent et sont définies en fonction des données scientifiques qui sont collectées chaque année. Donc, pour finir, il y a également de l'ensemencement de naissins qui est fait pour soutien au stock. Donc, rappelez-vous, les naissins, c'est des toutes petites coquilles Saint-Jacques. Donc, c'est l'écloserie du thym d'œuf, notamment, qui élève ces naissins et qui ensuite va les ensemencer en soutien au stock. Et donc ça, encore une fois, c'est un outil collectif et coopératif qui est financé en partie par les pêcheurs. Donc, maintenant qu'on sait comment sa pêche est gérée, et il ne nous reste plus qu'à découvrir d'où viennent ces données scientifiques qui permettent de déterminer toutes ces mesures d'encadrement. Et c'est là qu'interviennent les projets Comores et COSP, qui sont d'ailleurs des campagnes d'évaluation réellement indispensables à la gestion de la coquille Saint-Jacques, puisqu'elles permettent d'évaluer l'abondance de coquilles Saint-Jacques, donc de compter le nombre d'individus, dans la baie de Seine pour Comores et dans la baie de Saint-Brieuc pour COSP. Ce sont 2 campagnes portées par l'Ifremer et cofinancées par le Fonds européen et donc par France Filière Pêche. Aujourd'hui, c'est Éric Fouché qui va vous parler de la campagne Comores, puisqu'il en est le directeur scientifique depuis maintenant 23 ans. Donc, une campagne qui est aussi réalisée en partenariat avec le comité régional des pêches de Normandie, mais également le SMEL. Bonjour Éric. Bonjour Hortense et bonjour à toutes et tous. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots la campagne Comores, mais également la campagne COSB? Alors, en quelques mots, donc, en fait, ces 2 campagnes, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 campagnes scientifiques, ce sont les 2 plus anciennes campagnes halieutiques françaises. Hein, c'est important de le dire, parce que vous voyez, c'est COSB qui est la plus ancienne, hein, donc qui est la campagne coquille à Saint-Brieuc, a démarré en 1974, donc c'est pas hier, hein, et Comores, ça veut dire coquille manche orientale, a démarré en 1976. Donc, on a cette campagne qui a évolué au fur et à mesure, ces 2 campagnes depuis cette date, mais qui ont eu lieu chaque année sans discontinuer depuis la fin des années 70 et qui durent encore aujourd'hui. D'ailleurs, la campagne Comores de 2023, mon équipe est en mer actuellement. Donc, en fait, l'objectif est clair. Hein, l'objectif est d'apporter tous les éléments scientifiques de diagnostic sur l'état de la ressource
dans les deux principaux gisements, donc le gisement de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne Nord et le gisement de la baie de Seine étendue en Normandie, en Manche-Est. Donc ce sont des campagnes qui sont faites sur un navire océanographique. Donc aujourd'hui, c'est le Thalia, un navire de la flotte océanographique française. C'est un navire de 25 mètres qui est un petit peu en fin de vie, qui va sortir de flotte dans peu de temps, donc il sera remplacé par un nouveau navire dans une échéance relativement proche. Ces deux campagnes en fait ont lieu. C'est ça qui est important pendant la période de fermeture de la coquille. Donc donc, il n'y a pas de pêche en ce moment. Donc, on a évidemment une dérogation pour faire nos prélèvements. Toutes les coquilles qui sont utilisées sont remises à l'eau, bien évidemment, par la suite. Donc, la campagne en baie de Seine a lieu traditionnellement en la première quinzaine de juillet. Donc, ça peut démarrer fin juin comme aujourd'hui. Jusqu'à mi-juillet, mi-fin juillet, et la campagne de la baie de Saint-Brieuc est un peu plus tardive, commence début août, fin août, début septembre, et dure une quinzaine de jours également. Et alors, combien de temps durent ces campagnes? Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes sont à bord? Alors, sur le Thalia, le Thalia est armé par l'armement de G-Navire, l'armement de la flotte océanographique française. Donc, les conditions sont strictes. On est 12 à bord, très clairement. Donc, pour la campagne Comore, il y a donc 7 navigants qui sont chargés de toutes les opérations navales du navire et de la manutention des engins. Et il y a une équipe de 5 scientifiques qui sont à bord et qui vont être chargés de toutes les opérations scientifiques de comptage, de mensuration, de détermination des différentes espèces, etc. Et donc, comment vous organisez cette campagne? Comment est-ce que vous décidez où faire des prélèvements finalement? Alors, ce qui est important, alors c'est vrai dans les deux cas. En baie de Saint-Brieuc, la campagne a toujours été vraiment centrée sur la baie de Saint-Brieuc, qui est la zone la plus importante en Bretagne Nord, et qui a été le premier gisement français pendant très très longtemps. En baie de Seine, Comore, comme son nom l'indique, c'était coquille Manche orientale. Donc initialement, c'était une campagne qui avait lieu sur l'ensemble de la Manche-Est, donc avec plusieurs gisements qui étaient prospectés. Et cette campagne a été complètement standardisée. Donc, standardisée donc en 1992, donc il y a 30 ans maintenant, standardisée en termes scientifiques. Donc, c'est rigoureusement le même engin ou les mêmes engins qui sont utilisés, la même zone, les mêmes protocoles, etc. Et la campagne a été centrée, focalisée sur la baie de Seine, qui est vraiment le cœur du gisement de la Manche-Est. En fait, la baie de Seine, toute la reproduction de la baie de Seine alimente l'ensemble, en faire simple, de la Manche-Est. Donc, en fait, on a une campagne pour la baie de Seine particulièrement, qui est sur non seulement les eaux territoriales, donc vraiment le gisement classé de la baie de Seine proprement dit, donc entre la côte normande au sud et la limite des 12 000 nautiques au nord, mais également la partie dite extérieure baie de Seine, qui est très importante. Biologiquement, c'est le même gisement, qui est très importante pour la profession, parce que c'est une zone de pêche qui est primordiale en début de saison, au mois d'octobre, mais qui est une zone qui est également exploitée par d'autres flottilles, par les flottilles britanniques notamment. Donc nous, on a ces deux zones-là sont prospectées. Donc on a en moyenne 160 points de prélèvement qui sont effectués. La zone est divisée, donc la grande zone prospectée est divisée en quatre strates différentes. Il y en a 3 strates à l'intérieur de la baie de Seine et une grande strate à l'extérieur, une strate unique. Et les points sont tirés de manière aléatoire. Donc, c'est un échantillonnage qu'on appelle, en jargonnant un petit peu, aléatoire stratifié, parce qu'il y a des strates. Les strates sont à peu près homogènes. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait en laboratoire en premier lieu. Et puis, après, sur le terrain, donc, chacun des traits de drague est standardisé face au courant. Ce sont des traits relativement courts, entre 5 et 10 minutes selon les types de fonds. On a 2 engins qui sont différents. Donc, on utilise, nous, une drague bretonne à voler, qui n'est pas la drague, qui n'est pas la drague utilisée par les professionnels. C'est une drague avec des anneaux de maillage très petits, 50 mm, donc qui nous permet de pêcher notamment les juvéniles de coquille Saint-Jacques que tu as montré en début de diaporama.
et qui nous permet aussi d'avoir l'ensemble des classes d'âge. L'inconvénient de ces dragues-là, c'est qu'elles colmatent rapidement parce que ce sont des petits maillages. Donc, c'est pour ça qu'on fait des traits très, très courts, mais nombreux. Bon, maintenant, on sait un peu plus comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type d'informations qui sont Alors, collectées? donc, en fait, pour chacun des traits, des points de prélèvement, ce qu'on appelle des unités d'échantillonnage, en fait, donc on fait en même temps un trait avec chacune de nos deux dragues. Donc, on a la drague à petit maillage, puis on a une drague à maillage un peu plus grand, qui était le maillage. Donc, ce sont des anneaux de 72 mm. C'était le maillage professionnel à l'époque, du démarrage des campagnes. Maillage qu'on a gardé pour avoir une cohérence entre les données et l'historique de la campagne. D'ailleurs, les professionnels, aujourd'hui, j'ai vu en début de Diaporama, c'est plus 92, c'est 97 mm. Hein, donc, le maillage professionnel qui est beaucoup plus grand, vous voyez, hein, avec une sélectivité beaucoup plus importante. Donc, nous, pour chacune des dragues, en fait, on récupère tout ce qui est coquille Saint-Jacques, hein, donc la totalité. Et puis, on les classe d'abord par âge, on les mesure, on pèse les échantillons, et on fait ça pour chacun des traits. Donc, on a l'information pour la drague à petit maillage, à grand maillage. On a eu des opérations avec des comptages de plongeurs sur les traits de drague, donc il y a déjà quelques années, qui nous permettent de connaître de manière très précise la sélectivité des engins. Une drague, quand elle passe sur le fond, ne récupère pas 100% des coquilles Saint-Jacques, heureusement d'ailleurs. Elle récupère qu'une petite fraction des coquilles Saint-Jacques, c'est ce qu'on appelle la sélectivité. Et donc, nous, entre la capture qui est sur le pont et ce qui est réellement sur le fond, on a, faire simple, on a un modèle qui nous permet d'extrapoler à l'ensemble de la population existante. Donc, à la fin, quand on met toutes ces données-là dans un modèle d'évaluation de stock, on obtient donc une biomasse exploitable, on obtient les différentes catégories par âge, donc la structure globale de la population, ce qu'on appelle le reliquat de pêche, c'est-à-dire les coquilles adultes de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui ont déjà subi au minimum une année complète de pêche. On a la distribution géographique, donc là, ça peut être distribué de façon très homogène sur le fond. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que les pêcheurs peuvent aller à peu près partout, mais souvent, et c'est plutôt la majorité des cas, on a une distribution hétérogène avec des tâches extrêmement denses, d'autres zones, il y en a moins. Donc là, effectivement, notre rôle est d'apporter ces informations à la profession qui permettent de limiter le temps de pêche en début de saison pour éviter un afflux considérable de production dans les premiers jours de pêche. Et donc, vous collectez des données sur la coquille Saint-Jacques, mais est-ce que vous collectez des données sur les autres espèces? Alors, effectivement, ça c'est un point qui est important parce que toutes les campagnes halieutiques, donc c'est vrai pour les deux campagnes coquille Saint-Jacques, mais pas seulement, si vous voulez, pour les campagnes de poissons, c'est pareil. Quand elles ont été montées, imaginées et puis mises en place au départ, c'était avec un objectif d'évaluation du stock de l'espèce concernée. Donc nous, c'était l'évaluation du stock de la coquille Saint-Jacques. Mais vous imaginez bien que utiliser un bateau scientifique, ça coûte cher, et donc ils sont rentabilisés au maximum. Et toutes ces campagnes halieutiques d'évaluation de stock au départ sont devenues des campagnes écosystémiques où on essaie de regarder l'ensemble de l'écosystème et les interactions entre les différentes espèces au sein de cet écosystème. Donc, pour les deux campagnes Saint-Jacques, hein, la bretonne et la normande, on regarde effectivement non seulement la coquille Saint-Jacques, mais toutes les espèces associées à la coquille Saint-Jacques. Donc, on regarde tous les poissons qu'on peut récupérer. On regarde tous les gros crustacés commerciaux, mais également l'ensemble ce qu'on appelle le macrobinthos en jargon, c'est-à-dire les oursins, les étoiles de mer, les pétoncles vanneaux, tu en as parlé, les bulots. Et on a toute cette information depuis quasiment 30 ans. Donc, ça nous permet d'avoir toujours de la même façon l'engin qu'on utilise pour avoir ces informations n'est pas l'engin le mieux adapté pour ces espèces de fonds, mais on a toujours le même engin avec le même protocole. Donc, on peut avoir une évolution et on peut estimer l'évolution et avoir des informations extrêmement pertinentes sur l'évolution de cette biomasse et de ce bateau associé. Et donc, concrètement, toutes ces données qui sont collectées, comment elles se traduisent en termes de gestion? Alors, au final, en fait, on travaille, tu l'as dit tout à l'heure, on travaille énormément avec les représentants des comités régionaux des pêches, donc non seulement les pêcheurs, mais également leurs permanents qui sont des scientifiques comme nous. Hein, et
nous, l'objectif, c'est d'apporter des arguments et des indicateurs qui soient extrêmement solides et robustes et qui permettent justement d'avoir une gestion la plus adaptée, la plus fine possible. Alors, c'est très contraignant en termes de gestion pour les pêcheurs, mais ça a des résultats. Donc, nous, avec les modèles d'évaluation de stock, donc en baie de Saint-Brieuc, on propose donc un TAC, enfin une quantité maximale à pêcher, qui est après proposée par. Donc nous, on fait que la proposition. Hein. Elle est mise en place et elle est acceptée définitivement par la profession. En baie de Seine, donc on montre les indicateurs d'indice d'abondance et on propose pour la gestion des dates d'ouverture, des quantités, un nombre d'heures par semaine, un nombre de jours par semaine, un nombre d'heures par jour, et on a la possibilité aussi d'avoir des prévisions sur le moyen terme, ce qui nous permet d'anticiper sur les différentes années. Une gestion très adaptée et très fine. Et donc, toutes ces données, qu'est-ce qu'elles ont révélé déjà pour cette année 2022, mais en général, comment ont évolué ces gisements? Alors, ce qu'on voit, et c'est pour ça que tu as parlé tout à l'heure que la coquille Saint-Jacques est aujourd'hui la première espèce des pêches françaises, hein, donc c'est économiquement et socialement extrêmement important. Alors, juste un petit point, j'ai vu les gisements, c'est vrai que ça a un peu évolué aujourd'hui par rapport à la carte des gisements français que tu as pu montrer dans ta présentation. Aujourd'hui, il faut savoir que 95%, pour pas dire 98%, des captures de coquilles Saint-Jacques proviennent de la Manche. Hein. Donc, pour simplifier, c'est 2 tiers en Manche Est, 1 tiers en Manche Ouest. Les gisements, malheureusement, du golfe de Gascogne sont très, très, très limités, très anecdotiques aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les 2 principaux gisements, le gisement de la baie de Seine et le gisement de la baie de Saint-Brieuc, c'est une augmentation extrêmement importante et récente des biomasses de coquilles Saint-Jacques. Or, on a une espèce qui est fortement exploitée, ce qui veut dire que exploitation commerciale d'une espèce et bonne gestion ne sont pas incompatibles. On peut avoir les 2 en même temps si la gestion est bien adaptée. En baie de Saint-Brieuc, on atteint aujourd'hui, là où est la flèche, hein, des biomasses jamais atteintes, hein, près de 80 000 tonnes de biomasse, et des captures qui atteignent des records d'abondance de 12 000 tonnes aujourd'hui. En baie de Seine, même chose, hein, on voit bien qu'on a une amélioration substantielle depuis 4-5 ans et qui est extrêmement forte. Et ça, très clairement, on sait, on a eu des études par ailleurs sur les relations entre la coquille Saint-Jacques et le changement climatique. Il semblerait que la coquille Saint-Jacques bénéficie, en tout cas aujourd'hui, hein, des conditions environnementales. Il ne faudrait pas que ça le réchauffe davantage, hein, parce que là, on est vraiment dans l'optimum. Mais c'est vrai aussi pour le côté britannique. Et côté britannique, nous, on a des relations fortes avec nos collègues britanniques. On n'a pas du tout les mêmes tendances. Or, au Royaume-Uni, il n'y a pas. C'est une espèce qui n'est quasiment pas gérée, à part la taille minimale commerciale. Donc, il n'y a rien. Donc, ils peuvent pêcher autant qu'ils veulent. Et on voit bien que les gisements s'écroulent, alors que les gisements français se portent extrêmement bien. Et donc, aujourd'hui, donc là, moi, je ne peux pas préjuger de ce qui aura lieu en 2023. L'équipe de Port-en-Bessin est à bord actuellement de la Thalia. Hein, on peut les voir sur l'AIS en ce moment. Hein, ils sont au large de la baie de Seine. Donc, vraisemblablement, je m'attends un petit peu moins cette année parce que la cohorte qui arrive, donc les juvéniles les dernières, étaient un petit peu moins abondants. Hein, mais on sera encore dans une situation qui sera favorable très, très clairement cette année. Bien, écoute, merci beaucoup, Eric, pour ton intervention. Donc maintenant qu'on en sait plus sur toutes ces données, comment elles servent à la gestion et comment elles sont collectées, c'est vraiment un travail conséquent. On souhaite bonne chance à tes équipes qui sont en mer en ce moment. Et donc maintenant, on va vous parler d'une problématique phytosanitaire qui touche la pêcherie de coquille Saint-Jacques, une problématique qui est directement liée à des épisodes de prolifération massive de microalgues qui peuvent rendre les coquilles Saint-Jacques impropres à la consommation lorsque des seuils trop élevés sont atteints. Cela peut également entraîner des fermetures de pêche qui fragilisent inévitablement les entreprises et la filière coquille Saint-Jacques entière. Hein. De plus, c'est très difficile. En fait, on connaît très peu, c'est très difficile de les anticiper parce qu'on connaît très peu les facteurs qui déclenchent ces proliférations d'algues qu'on appelle efflorescence ou bloom. Donc, c'est notamment à cette question que le projet Masquette
cherche à apporter des réponses à un projet qui est porté par l'Ifremer en partenariat avec les comités des pêches de cette façade et de l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, c'est Philippe Cugier, chercheur à l'Ifremer, qui va vous présenter ce projet. Bonjour Philippe. Bonjour Hortense. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous présenter le projet Mascouette en quelques mots et nous résumer ses principaux objectifs? Oui, donc comme tu l'as dit en introduction, donc ce projet est porté par l'Ifremer, mais il est réalisé en partenariat avec beaucoup de monde en fait, donc des équipes de l'Ifremer, de l'université, mais aussi les comités des pêches de la façade Manche-Atlantique. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, tu en as parlé. Il y a aussi les closeries du Tinduf ici à Brest qui est associé à ce projet. Il y a les gestionnaires du bassin versant de la rade de Brest, et puis ce projet bénéficie aussi d'un soutien de Brest Métropole. Donc le projet Mascouette s'intéresse effectivement à la problématique des microalgues toxiques et particulièrement à une espèce qui est Pseudonychia, qui va produire une toxine qui va être qu'on va retrouver ensuite dans les coquillages et particulièrement dans les coquilles Saint-Jacques et qui vont donc pouvoir entraîner des fermetures des pêcheries. Donc notre projet, il s'intéresse vraiment à l'ensemble des pêcheries de coquilles Saint-Jacques de la façade Manche-Atlantique. Et il a un site principal d'études qui est ici la Pointe Bretonne et la rade de Brest. Alors, il est organisé autour de 4 actions. Il y a une première action qui est pilotée plutôt à l'Ifremer et qui va justement essayer de mieux comprendre la dynamique de ces efflorescences à Pseudonychia, notamment en faisant des suivis ici à la Pointe Bretonne. Il y a une deuxième action réalisée par nos collègues de l'université qui, elle, va s'intéresser au processus de contamination et décontamination de la coquille Saint-Jacques, mais aussi du pétoncle. Alors, la coquille Saint-Jacques a une particularité, c'est qu'une fois qu'elle est contaminée, elle va mettre extrêmement longtemps à se décontaminer, contrairement à d'autres coquillages comme la moule ou le pétoncle noir, par exemple. Donc, on va essayer dans cette action-là de comprendre ce qui se passe. Il y a une troisième action qui, elle, est plutôt centrée sur le pétoncle noir parce que, justement, comme il décontamine plus vite, là où il est présent, cette espèce peut représenter en fait une espèce de report quand on ne peut pas pêcher la coquille Saint-Jacques. Et on s'est aperçu que il y avait finalement très peu d'études sur le pétoncle noir récentes, en tout cas, sur son écologie, sa dynamique, son habitat favorable. Et puis en plus, on sait que depuis quelques décennies, les stocks ont tendance à diminuer sérieusement. Donc, on trouvait intéressant de s'intéresser à cette espèce dans le cadre de cette action. Et enfin, il y a une quatrième action qui est celle-là pilotée par les comités des pêches et qui vise ou qui visera, en interaction avec les scientifiques et en fonction des résultats que l'on obtient, à réfléchir en fait à quelles mesures peuvent être mises en œuvre en cas d'épisode toxique pour limiter ou atténuer l'effet de ces fermetures et de ces épisodes toxiques. Donc finalement, c'est un projet qui va étudier donc, tous ces mécanismes de manière scientifique dans le but de trouver des solutions concrètes pour les professionnels de la pêche. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bloom ou une efflorescence toxique et nous dire qu'est-ce qui est à l'origine de ces événements? Donc, un bloom ou une efflorescence, en fait, c'est une prolifération rapide en fait de microalgues qui a lieu quand les conditions sont favorables, hein, conditions de température, de lumière, de nutrition. Alors, dans notre projet, comme on l'a dit avant, on va particulièrement s'intéresser à Pseudonychia, qui appartient en fait à la famille des diatomées. Les diatomées, ce sont des microalgues unicellulaires qui sont composées d'un squelette siliceux. Elles ont donc besoin de silice pour se développer. C'est un constituant majeur en fait du phytoplancton et de la production primaire dans le monde et elles sont en général à la base du régime alimentaire de beaucoup de bivalves. Donc Pseudonychia, c'est donc une diatomée. Elle représente, c'est une espèce très commune en fait. On en trouve partout en fait dans le monde, hein. Et elle a la particularité d'être formée de cellules allongées, comme on peut voir ici sur la photo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez le genre Pseudonychia, il y a beaucoup d'espèces différentes.
Il y a de nombreuses espèces et il est assez difficile en fait de distinguer ces espèces entre elles, en tout cas visuellement, en microscopie classique, ou alors il faut vraiment une très grande expertise taxonomique. On est souvent obligé de passer soit par de la microscopie électronique ou par des méthodes génétiques pour les différencier. Et pourquoi c'est important de distinguer les différentes espèces de Pseudonychia? Parce que au sein de ces espèces, quelques espèces vont poser problème dans la mesure où elles vont produire de la toxine qu'on appelle l'acide domoïque et qui va pouvoir du coup contaminer les coquillages et donc là, dans notre cas, les coquilles Saint-Jacques et empêcher du coup ou limiter fortement la pêche. Alors, sur nos côtes, l'espèce de Pseudonychia qui va particulièrement nous concerner, c'est la Pseudonychia australis, qu'on voit ici sur la photo. Et donc, cette toxine qui est produite par cette microalgue, comment est-ce qu'elle se retrouve dans la coquille? Comment est-ce qu'elle la contamine? Simplement, la coquille Saint-Jacques, c'est un filtreur en fait, hein, donc il va filtrer l'eau pour se nourrir et assimiler en fait le phytoplancton présent. Et quand il y a du Pseudonychia, le Pseudonychia va être filtré et assimilé par la coquille Saint-Jacques, et en même temps, la toxine qui est présente va aussi être assimilée. Alors, les travaux qui ont été menés à l'université dans le cadre de Masquette ont permis de mettre au point une technique qui permet de localiser précisément et de suivre l'acide domoïque dans les tissus de la coquille Saint-Jacques. C'est ce qu'on voit ici sur l'illustration que tu présentes. Et en fait, cette technique permet de la marquer en fait en marron. C'est les petites taches marron qu'on voit. Et donc, on voit les différents tissus, on voit qu'on peut en trouver un peu partout, mais que surtout, l'accumulation d'acide domoïque se fait au niveau de la glande digestive. Donc, c'est quelque chose déjà que l'on connaissait, mais on sait que maintenant, 80% à peu près de l'acide domoïque est contenu au sein des cellules, dans le cytoplasme des cellules des glandes digestives. Et donc, cette toxine, est-ce qu'elle affecte la coquille Saint-Jacques ou est-ce que ça peut être aussi un problème pour la santé humaine? En fait, la coquille Saint-Jacques, finalement, elle s'en moque un peu. En tout cas, on n'a rien observé. Il n'y a aucune étude scientifique qui n'a montré d'impact sur la coquille Saint-Jacques, sur sa physiologie. Le risque, il est vraiment pour la santé humaine si les coquillages sont consommés. Alors, le premier cas documenté précisément d'intoxication à l'acide domoïque s'est produit au Canada en 1987 suite à la consommation de moules qui étaient contaminés par l'acide domoïque. Alors, ça a été très grave, hein. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été contaminées, dont au moins une quinzaine dans un état grave, puisqu'elles ont nécessité une hospitalisation. Et au final, il y a eu 3 morts. Donc, les symptômes, ça va de troubles gastro-intestinaux, je dirais que c'est les moins graves, jusqu'à des problèmes cardiovasculaires, voire des signes neurologiques avec perte de mémoire pouvant entraîner la mort. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que ces contaminations sont vraiment à prendre avec sérieux. Et donc, heureusement, ce sont des efflorescences qui arrivent assez rarement et c'est pour ça que toute cette pêcherie est extrêmement surveillée. Par exemple, donc, ça peut entraîner des fermetures de pêcherie, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui entraîne ces fermetures et comment est-ce qu'on détermine la durée de ces fermetures? Alors, donc ces efflorescences ne sont pas si rares que ça, hein. On les voit de manière un peu récurrente aujourd'hui en France depuis le début des années 2000. Alors, il y a deux réseaux principaux qui permettent la surveillance en fait de ces épisodes. Il y a d'une part le REFI, qui est opéré par l'IFREMER, qui est un réseau qui va surveiller finalement le phytoplancton le long des côtes françaises, hein, sur un réseau de points assez bien réparti le long de la côte, avec une fréquence assez élevée. Donc, il va suivre toutes les espèces qui apparaissent et va se focaliser aussi particulièrement sur des espèces qui peuvent poser problème, hein, donc Pseudonychia. Et puis, un autre réseau qui s'appelle le Refitox et qui, lui, va s'intéresser à rechercher de la toxine dans les coquillages. Donc, ce sont deux réseaux qui sont pas forcément exactement sur les mêmes points, mais bon, il y a des points proches, certains points sont similaires. Ils vont opérer en parallèle et ils vont être interconnectés, c'est-à-dire que des dépassements de seuil observés sur le REFI en termes de concentration en cellules
pour certaines espèces qui posent problème, vont pouvoir déclencher en fait des analyses sur le réfitox. Alors, si on en revient à l'acide domoïque et à la coquille Saint-Jacques, suite aux épisodes qui se sont produits au Canada, donc assez rapidement, les Canadiens et les Américains ont fixé un seuil qui a été repris après de manière internationale et aussi par l'Europe à 20 microgrammes par gramme dans la coquille Saint-Jacques, en dessous duquel, bon, il n'y a aucun souci, on peut pêcher et commercialiser la coquille, mais au-dessus duquel la pêche et la commercialisation vont commencer à être fortement restreintes. C'est-à-dire qu'à ce niveau, au-dessus de ce niveau-là, on ne peut plus commercialiser la coquille en entier et on ne peut commercialiser que la noix et le corail, c'est-à-dire qu'on enlève tout le reste. C'est ce qu'on appelle le processus de décortiquage. On enlève en fait les parties où on sait que l'acide domique s'accumule le plus, et notamment la partie un peu noire, c'est l'hépatopancréas, enfin tout le système digestif que l'on enlève. Alors ça se fait de manière très stricte hein, dans des usines avec des protocoles très standardisés puis très bien suivis. Malgré tout, il y a quand même des seuils. Encore faut-il que dans la noix et le corail, on ne peut pas dépasser un seuil de 4,6 microgrammes par gramme. Donc ça, c'est au-dessus de ce seuil, on a le décortiquage. Et puis, il y a un deuxième seuil qui est beaucoup plus haut, hein, qui est à 250 microgrammes par gramme, où là, la pêche est fermée et la commercialisation est complètement interdite parce que de toute façon, on sait qu'assez tôt là, y compris la noix et le corail sont contaminés au-delà des seuils autorisés. Donc finalement, quand ces seuils sont atteints, la pêche va être fermée, mais quand est-ce qu'on sait qu'on peut réouvrir la pêche? Combien de temps ça dure? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la coquille Saint-Jacques a la particularité de décontaminer très lentement, ce qu'on appelle un dépurateur lent. Elle va pouvoir mettre plusieurs mois. Alors, on a même eu des fermetures qui ont duré plus qu'une année parce qu'il suffit qu'il y ait des contaminations successives. Et donc, la coquille va décontaminer lentement, contrairement à d'autres coquillages comme la moule, par exemple, qui va pouvoir décontaminer beaucoup plus rapidement, en quelques jours ou quelques dizaines de jours. Alors, on a essayé, dans le cadre de Massouette, de comprendre en fait ce qui se passait et les travaux ont permis de d'avancer en fait un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ça, et notamment la dépuration plus lente de la coquille Saint-Jacques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce qui a été, il y a une technique qui a été développée par l'université qui permet de localiser, de marquer et de localiser facilement l'acide domoïque. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'acide domoïque va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme des cellules hein, par des petites vésicules. Et puis, alors, tout un processus d'autophagie, enfin, je ne rentre pas dans le détail, qui va transformer en fait cet acide domoïque. Et là, au final, l'acide domoïque va rester sous forme de corps résiduel au sein du cytoplasme et va pouvoir y rester très longtemps. Ça, c'est pour la coquille Saint-Jacques. Ce qu'on s'est aperçu par quelques expérimentations, c'est que chez des dépurateurs plus rapides, lorsqu'ils sont soumis, en fait, mis en présence d'acide domoïque, on a observé qu'il y avait l'expression de gènes d'activation, ce qu'on appelle de transporteurs membranaires. Ce sont des canaux qui vont permettre l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et quand il y a de l'acide domoïque, ces canaux sont activés. Et donc, l'hypothèse, c'est que ces dépurateurs rapides vont pouvoir évacuer plus rapidement l'acide domoïque qui est présent dans les cellules vers l'extérieur des cellules, chose qu'on n'observe pas chez la coquille Saint-Jacques. Donc ça, c'est un premier élément. Et on s'est également aperçu, il y a un deuxième point, que chez les dépurateurs rapides, donc les moules par exemple, on trouvait dans le système digestif de ces espèces un certain nombre de bactéries qui pourraient accélérer en fait la dégradation de l'acide domoïque et qu'on ne retrouve pas chez la coquille Saint-Jacques. Donc voilà les deux éléments qui peuvent expliquer la dépuration plus lente pour la coquille Saint-Jacques. C'est vraiment très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de gestion avec ça? Est-ce qu'il y a des applications qui sont explorées par le projet? Alors,
justement, concernant la décontamination, on s'est forcément posé la question, est-ce que les bactéries présentes chez les dépurateurs rapides, la moule en l'occurrence, peuvent accélérer aussi la décontamination chez la coquille Saint-Jacques? Et donc, est-ce qu'on peut transférer finalement ces bactéries de la moule vers la coquille Saint-Jacques? Pour vous donner un peu une image familière, on peut faire l'analogie avec les probiotiques que l'on nous vend, les bonnes bactéries qu'on nous invite à consommer pour améliorer notre digestion, notre flore intestinale en prenant des yaourts à boire, enfin, je ne vais pas faire de pub, mais des marques Activia ou Actimel. Mais donc, est-ce qu'on est capable de transférer des bonnes bactéries, bonnes au sens qui facilitent la décontamination, aux coquilles Saint-Jacques? Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées à l'université et qui ont exposé en laboratoire des coquilles Saint-Jacques, soit à des broyats de glandes digestives de moules, soit directement aux fesses de moules, donc en mettant des moules en élevage juste au-dessus des coquilles Saint-Jacques, et donc les fesses de moules qui tombent sur les coquilles Saint-Jacques filtrent ces fesses et donc voilà, assimilent potentiellement les bactéries qui sont contenues dans ces fesses. Et effectivement, on s'est aperçu que les coquilles Saint-Jacques qui sont exposées soit au broyat, soit aux fesses, eh bien, présentent une décontamination plus rapide que les coquilles Saint-Jacques qui ne sont pas exposées. On s'est en plus également rendu compte que dans ces coquilles Saint-Jacques qui avaient été exposées au broyat ou aux fesses, on retrouvait un certain nombre de bactéries qui n'étaient pas présentes dans les coquilles Saint-Jacques non exposées. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc les prochaines étapes, ça va être de voir est-ce que ces bactéries, effectivement, est-ce qu'on peut mettre en évidence par ces bactéries une action finalement de dégradation de l'acide domoïque? Ça, c'est une première question. Et puis, est-ce qu'on peut réfléchir à une manière de potentiellement transférer ces bactéries aux coquilles Saint-Jacques? Alors, pas sur les adultes, mais ce qu'on essaye de réfléchir, c'est un transfert vers des stades très jeunes, soit larvaires, soit vraiment juvéniles en écloserie. Donc, est-ce qu'on pourrait transférer ces bactéries à ces très jeunes stades qui pourraient être ensuite ensemencées dans le milieu et donner des populations qui pourraient dépurer plus rapidement la toxine? Encore faudra-t-il que si on arrive à transférer ces bactéries au stade juvénile, ces bactéries puissent être conservées par les coquilles quand elles grandissent. Donc, ce sont des choses qu'on va tester là au moins en partie dans Masquet dans les temps qui viennent. Il y a des premiers tests qui vont être réalisés bientôt. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un moyen d'anticiper finalement ces efflorescences, que vous avez trouvé un moyen de décontamination, mais comment s'adapter à ces efflorescences? Alors, les efflorescences, on peut pas y faire grand-chose, hein, elles apparaissent. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'essayer de mieux comprendre pourquoi elles apparaissaient. Alors, sur les suivis qu'on a fait à la Pointe-Bretonne, ça va être observé déjà depuis longtemps par le REFI. On savait que les efflorescences avaient tendance à apparaître d'abord au sud, puis plus tard au nord, et notamment elles apparaissaient en premier en baie de Douarnenez, donc c'est la baie que tu indiques là, plus au sud, puis avec un décalage de 9 à 10 jours en rade de Brest ensuite. Donc, on sait que Pseudonychia, c'est une espèce qui est plutôt d'affinité marine, qui aime moins les eaux estuariennes. Donc, bon, déjà, c'est pas forcément illogique de la voir apparaître d'abord en baie de Douarnenez. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait identifier des conditions environnementales qui pouvaient expliquer ce décalage dans le temps? Alors, dans les suivis qui ont été réalisés en 2001 et 2002, dans le cadre de Masquet, on n'a pas été vraiment en mesure d'identifier des conditions environnementales différentes, qui pourraient expliquer ce déphasage. Par contre, on s'est posé la question, est-ce que les blooms qui apparaissent en baie de Douarnenez peuvent être à l'origine des blooms qui apparaissent plus tard en rade de Brest? En gros, est-ce que les cellules phytoplanctoniques peuvent être transportées vers la rade de Brest et initier finalement ensuite le bloom en rade de Brest? Alors pour ça, on a mis en œuvre ce qu'on appelle des modèles numériques, hein, des modèles hydrodynamiques, des modèles informatiques qui permettent de calculer les courants, la marée et le transport. Et en fait, oui, effectivement, on s'est aperçu que des particules, en gros, lâchées en baie de Douarnenez, sous certaines conditions de vent, de marée, arrivent ou peuvent arriver en rade de Brest avec un timing qui correspond de l'ordre de 9 à 10 jours.
Et donc, voilà, il est possible que les blooms qui démarrent en baie de Douarnenez puissent contribuer à l'initiation des blooms en rade de Brest. Et donc, ce qu'on une des suggestions, ce serait que suivre les blooms qui apparaissent en baie de Douarnenez pourrait peut-être permettre d'anticiper, en plus en s'intéressant aussi aux conditions hydrodynamiques du moment, pourrait permettre d'anticiper l'apparition de ceux en rade de Brest, peut-être avec un délai de 9 ou 10 jours. Donc on ne résout pas le problème, mais on a peut-être un moyen d'anticiper légèrement et de prévenir ce qui va se passer en rade de Brest. C'est vrai que ça permettrait aux pêcheurs de s'adapter et d'anticiper ces blooms et peut-être se reporter. Au moins d'être alerté, quoi. Au moins d'être alerté. Exactement. Et donc là, le projet n'est pas encore fini, mais donc la suite, c'est quoi? Alors, Qu'est-ce que vous allez faire? donc là, le projet, il se termine il reste 2 ans. Donc, il y a beaucoup de thèses en fait dans ce projet. Il y a au moins 5 thèses dans ce projet. Donc, il y a des thèses qui se terminent, il y a des thèses qui sont en cours, il y a des thèses qui débutent, qui vont aller jusqu'à la fin du projet. Donc, il y a encore beaucoup de résultats il y a beaucoup de résultats qui commencent à arriver. Il y a beaucoup de résultats qui vont encore être produits. L'étape qu'on a initiée là cette année, c'est de commencer à revenir, au vu des premiers résultats, vers les professionnels. Donc déjà vers les comités des pêches avec qui on travaille en étroite collaboration depuis le début, mais aussi directement vers les pêcheurs pour leur présenter ces résultats. Et l'objectif, ça va être vraiment maintenant d'initier l'action 4 que je vous ai présentée au début, c'est-à-dire voilà, au vu des premiers résultats et puis de ceux potentiellement à venir, de commencer à réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas d'efflorescence toxique pour au moins limiter les conséquences des fermetures ou limiter les conséquences des blooms toxiques. Donc ça va être vraiment ça maintenant les étapes importantes, c'est de réfléchir potentiellement à des mesures de gestion qui pourraient aider la pêche et aider les pêcheries en cas d'efflorescence toxique. Merci beaucoup Philippe. Donc Mascouette a un projet qui montre bien l'importance de cette collaboration chercheurs avec les professionnels de la pêche pour mieux comprendre tous ces phénomènes autour de l'écologie, de la santé humaine et de l'économie de la pêche. Donc maintenant, nous allons passer à 30 minutes de questions. Donc normalement, vous avez, là je vois quelques questions dans le chat. Bonjour Alexandre, c'est Alexandre qui va nous poser ces questions. Et donc, je prends la suite donc, sur les questions. Bonjour à tous. Tout d'abord, on en a eu quelques-unes là via l'outil. Mais Eric a été très prolifique sur la réponse, mais je pense qu'on va quand même les reprendre d'une manière générale à l'oral. Il y en avait notamment, il y avait des questions en lien en rapport avec le marché et les informations un peu sur les autres pays, notamment le Royaume-Uni. Et après, on avait toute une salle de questions sur tout ce qui était gestion de ces stocks, les évaluations et la ressource. Et on a fini avec quelques questions sur tout ce qui était en lien avec le projet Mascouette notamment et toutes ces contaminations. Je vois que ça continue à arriver. N'hésitez pas là, pendant qu'on traite les premières questions, à reposer d'autres questions, il n'y a aucun souci. Donc, on va les reprendre un petit peu. Et donc, sur le marché, il y avait une question notamment, je pense pour toi, Eric, là, mais une question sur les chiffres au regard du Royaume-Uni. Donc, je pense que c'est une question qui est arrivée au moment de la présentation du panorama, qui présentait qu'effectivement, la coquille Saint-Jacques était, en tout cas pour la France, la première espèce en volume et en valeur, donc qui a répondu un peu à l'écrit, mais je veux bien qu'on reprenne ça, notamment pour remettre en perspective et sur le fait que, est-ce que ces chiffres existent? Tout à fait, ils existent. Quels sont-ils? Et en fait, ça fait aussi écho à ce que tu disais au moment des parties sur la gestion, qui est effectivement un stock qui est pas géré de la même manière qu'en France, et donc ça a aussi tout un impact sur la filière après coquille Saint-Jacques Royaume-Uni, en somme. Alors, si tu veux, je ne sais pas si c'est possible de partager mon écran, parce que j'ai justement pris
des graphiques que j'ai là et qui seraient assez parlants. Certainement. Essaye pour voir. Alors, je pense que ça marche. Je vais essayer. Hein. J'arrête vais le essayer. partage de mon côté, comme ça tu pourras partager. Ouais, ouais. Voilà, donc du coup, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça y est. C'est bon. Voilà, donc en fait, les chiffres existent. Donc, il faut savoir que nous, scientifiques français, on travaille, donc on travaille pas seul dans nos coins, hein, ça c'est bien évident, et on travaille au sein d'un groupe de travail donc du CUM. Le CUM, c'est le Centre international d'exploration de la mer qui est basé à Copenhague, et on a un groupe dédié pour toutes les coquilles. Hein, donc, ce que disait Hortense au début, hein, donc les scallops en anglais, hein, donc coquilles et pétoncles, qui se réunit une fois par an en octobre. Donc, les données sont partagées. Donc là, j'ai les données. Donc, vous voyez, j'ai sorti ce graphique là donc sur les 10 dernières années, la dernière décade, hein, de 2010 à 2021. Les débarquements donc officiels qu'on a eu dans ce groupe de travail. Donc, c'est comme pour un match de foot. Hein. Le bleu, c'est la France. Le rouge, c'est l'Angleterre, le maillot extérieur, parce que le blanc sur blanc, c'est compliqué. Et le vert, c'est l'Irlande. Donc, vous voyez les débarquements. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de la Manche Est, hein, donc la zone dite CUM7D. Et on voit bien que on a, en termes de capture, aujourd'hui, c'est quasiment 3/4 des captures de Manche Est réalisées par la France et le quart restant par le Royaume-Uni. Donc, on voit bien la saisonnalité des captures, ce que Hortense a dit tout à l'heure. Hein, donc, capture uniquement d'octobre à mai pour la France. Saisonnalité qui n'existe pas côté britannique, hein, puisqu'on voit bien qu'elles peuvent pêcher toute l'année. Donc ça, c'est la Manche Est. Donc aujourd'hui, la France, c'est de l'ordre de quasiment 25 000 tonnes, 28 000 tonnes en Manche Est, hein, tandis que le Royaume-Uni, c'est de 6 500 tonnes aujourd'hui. Donc ça, c'est l'année les plus récentes. Quand on regarde côté Manche, pardon, je me suis trompé de graphique, c'est celui-ci. Donc Manche Ouest, donc le 7D. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Manche Ouest, il y a deux gisements vraiment différents. Il y a le gisement sud Manche Ouest, c'est-à-dire les côtes françaises, et le gisement nord Manche Ouest, c'est-à-dire le sud des côtes britanniques, hein, et qui sont séparés avec très très peu d'interaction entre les deux. Donc ça, on l'a montré dans d'autres projets antérieurs. Donc on voit bien la même chose que la France. Donc en fait, c'est les baies de Saint-Brieuc et de Granville associées. Hein. Ce sont des captures qui sont encore une fois très saisonnières. Hein, et qui sont majoritaires. Et côté britannique, ils n'ont pas du tout la même structure. Ils pêchent plutôt en été, ce qui, entre nous, d'un point de vue biologique, n'est pas la meilleure idée qui soit, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est leur habitude. Et ils pêchent toute l'année. Mais encore une fois, donc, en Manche Ouest, les Britanniques, c'est plutôt de l'ordre de 7 000 tonnes hein, aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques pêchent sur le pourtour des îles britanniques, hein, donc, y compris en mer d'Irlande, y compris Est et Ouest Écosse. Toutes ces zones-là ont été très prolifiques et aujourd'hui ne produisent quasiment plus. Donc, sur l'ensemble des autres zones, c'est de l'ordre de 5 000 tonnes. Donc, 5 et 7, 12 et 6, 18, voilà, on va dire un petit 20 000 tonnes pour les pêcheries britanniques aujourd'hui. Voilà, j'arrête le partage de mon écran. Merci beaucoup. Toujours pour toi, je pense, il y avait quelques questions en lien avec la gestion, l'évaluation et la ressource. Il y en avait notamment sur en gros, les objectifs de gestion, est-ce que c'est géré au RMD? Première question auquel tu avais déjà plus ou moins répondu et de toute façon présenté un peu à l'oral sur la façon dont se passent les campagnes. En fait, vu que c'est des campagnes qui permettent de déterminer, si on caricature le nombre de coquilles qu'il y a sous l'eau, on arrive à compter, à savoir ce qui reste et donc ce qu'on peut pêcher. Donc, mais revenir un peu sur les objectifs de gestion, notamment pour la partie française, et le rapport avec le RMD. Et après, il y avait une question en lien avec le réensemencement et quel est son rôle ou son impact sur la population de coquilles. Est-ce que c'est ça qui est clé ou pas? Enfin, voilà, il y avait une question en lien avec ça. Donc, je pense qu'on peut faire du 2 en 1 avec ces deux questions, mais voilà. OK. Alors, pour revenir au RMD, alors, la première chose, c'est que
La coquille Saint-Jacques, c'est une espèce qui est pêchée vraiment sur 2, voire 3 classes d'âge, un tout petit peu plus, plutôt 4 classes d'âge en baie de Saint-Brieuc. Mais l'arrivée de la nouvelle génération est primordiale, hein, ce qu'on appelle le recrutement, c'est les petits de 2 ans qui vont atteindre la taille minimale commerciale. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, j'en profite, c'est que la seule gestion européenne pour la coquille Saint-Jacques, c'est la taille minimale de capture qui est de 10 cm partout en Europe, à l'exception de 2 zones, la Manche Est, donc la zone 7D où c'est 11 cm, et la mer d'Irlande qui ne nous concerne pas, il n'y a pas de pêcherie française là-bas, le 7A qui est également 11 cm. Mais partout ailleurs, c'est 10 cm, hein, donc 100 mm. Alors, il se trouve qu'en Manche Ouest, côté français, c'est 102, mais ça, c'est une volonté française. Hein, la règle européenne, c'est 100. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les coquilles arrivent à atteindre cette taille minimale de 100 ou 110 selon les zones en quasiment la 2e année. Hein. En baie de Seine, en tout cas, c'est dès la 2e année, ils ont la taille. La plupart des individus ont la taille. Et ça représente plus de 50% des captures. Donc, c'est très important. Donc, du coup, le RMD, c'est un outil qui ne s'applique pas très, très bien pour ce type de pêche qui sont vraiment très axés sur le recrutement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a la chance, justement, pour la coquille Saint-Jacques, dans les 2 principaux gisements, d'avoir une campagne d'évaluation directe. Donc, on n'a pas besoin. On a l'information exacte sur la quantité de biomasse disponible. Et dans cette biomasse, il y a la biomasse totale et il y a la biomasse exploitable. Donc, tout l'objectif, toute l'idée, justement, c'est d'avoir une adéquation entre la capture qui va être sortie du stock et la biomasse totale. Donc, il faut en laisser suffisamment pour permettre la reproduction, l'arrivée des nouvelles générations. C'est pour ça que le RMD n'est pas forcément le meilleur outil. Alors, en Manche Est, de toute façon, très clairement, je vous l'ai montré tout de suite, on a capture française, mais également une capture britannique qui existe. Donc, si on veut dire RMD, il faut l'ensemble des données. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai fait l'exercice en utilisant un certain nombre de modèles. Donc, les modèles, alors là, je vais jargonner, je suis un peu désolé, mais dits analytiques sur la structure de la population en âge ne sont pas applicables pour la coquille Saint-Jacques. Je passe les détails. Par contre, d'autres modèles sont applicables. Et aujourd'hui, on est au RMD sur la Manche Est. Je n'ai pas fait l'exercice en Manche Ouest, mais il n'y a aucune raison qu'on y soit. Donc ça, c'était pour la partie gestion. Ouais. Pour la partie rensemencement, donc ça, c'est… En fait, on a la chance encore pour la coquille Saint-Jacques aujourd'hui d'avoir des stocks naturels qui se portent extrêmement bien. Quand on rajoute des jeunes coquilles, donc ce sont des juvéniles de coquilles qui viennent de l'écloserie, il n'y en a qu'une seule en France, hein, qui est en rade de Brest. En fait, on va rajouter un certain nombre de coquilles. On fait de l'aquaculture extensive, hein, très clairement. On met des jeunes coquilles, on va les récupérer 2 ans après, quand elles auront la taille. Mais ces coquilles-là, en nombre, c'est vraiment très, très inférieur par rapport à la quantité, au nombre d'individus qui sont dans les stocks naturels. Donc, ça va effectivement avoir un impact sur la reproduction, mais ça ne sera jamais important. Ça sera jamais important. Donc, aujourd'hui, en Manche Est, qui est la zone la plus productive, et en baie de Seine, qui est la zone la plus productive de Manche Est, il n'y a pas de réensemencement. Et la preuve est que si le gisement naturel est bien géré, ce n'est pas forcément nécessaire. Petite précision, c'était 1,8 million de naissants en 2022 qui ont été ensemencés autour de Saint-Malo. Voilà, oui, la zone, c'est effectivement nord de Saint-Malo, ouest de Granville, hein, au sud des îles Chausée. Exactement. Merci, ok, merci beaucoup. Question après, je pense qu'il va démarrer avec toi, Philippe, en lien un peu avec, je suppose que c'était en lien avec le marché, cette question-là, et on peut faire on peut en combiner 2, mais il y avait une question sur l'impact des contaminations sur l'aval de la filière. Donc, je suppose que c'est l'impact socio-économique. Parce que effectivement, ce qu'on a dit, c'est que si contamination qui dépasse le seuil d'un point de vue sanitaire et pour la santé des consommateurs, c'était interdit, donc l'impact il est clair quand ça ferme. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus ou s'il y a des choses qui ont été regardées. Et sans parler de contamination, mais il y avait une autre question un peu marché qui mixe aussi bien le bon état des gisements et donc un peu les parties traitées par Eric, mais quand bien même sur effectivement ces biomasses records et des déséquilibres potentiels du marché en lien avec ces biomasses records. Mais en fait, il y a déjà eu des petites réponses de fait là-dessus. C'est-à-dire que biomasse record ne veut pas forcément dire
des TAC et des quotas qui augmentent et qui explosent. Donc, en fait, il y a tout un tas d'éléments qui sont pensés pour pouvoir piloter ça. Mais bon, voir si tu as des éléments de réponse déjà sur la contamination et après sur ces liens biomasse record, des équilibres du marché et voir conséquences après sur les populations. Alors, effectivement, quand il y a des problèmes d'efflorescence toxique et donc de contamination, il y a effectivement un impact économique derrière ou socio-économique. Déjà parce que la pêche est interdite, donc les pêcheurs ils ne peuvent pas sortir pêcher la coquille. Ils ont parfois des espèces de reports, parfois pas. Parfois ils ont, c'est leur ressource quasi exclusive, la coquille Saint-Jacques. Donc quand ils peuvent pas y aller, ça pose problème. Parfois, à d'autres moments, ils ont aussi d'autres exploitations, donc ils peuvent compenser. Il y a la valeur aussi du produit, hein. On vend pas de la même manière une coquille entière qu'une noix après quand on met en place une filière de décortiquage. Il y a le coût aussi du décortiquage qui peut être difficilement supportable aussi pour des petites pêcheries et qui est peut-être plus facilement supportable pour des plus grosses pêcheries. Alors, dans le cadre du projet, au début, quand on a déposé le projet, on s'est effectivement interrogé sur ce volet en fait socio-économique, sur l'impact en fait, et finalement, on a essayé de ne pas le traiter dans le cadre de Mascouette, pas parce que c'était pas intéressant, loin de là, au contraire, c'est super intéressant, mais parce que on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup plus amont à faire en termes de compréhension des processus. Tout ce que je vous ai montré là, ce dont on a parlé tout à l'heure sur la dynamique des blooms, sur les processus de contamination, décontamination, c'est énormément de boulot et il y avait, en fait, on connaissait pas grand-chose. En fait, il y avait beaucoup d'inconnus. Et on s'est dit que effectivement, c'était plutôt là-dessus qu'il fallait focaliser, au moins dans un premier temps. Et donc, dans le cadre du projet, on va pas s'intéresser en fait à l'impact finalement socio-économique sur la filière en aval. En fait. On en a bien conscience, hein, on en parle parfois aussi avec les professionnels, mais ça fait pas partie des volets que l'on étudie dans le cadre du projet. Alors, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites par des collègues économistes. Il y a eu d'autres projets qui ont dû s'intéresser à ces questions justement d'impact des efflorescences toxiques sur les exploitations de coquillages. Mais nous, on ne regarde pas ça en particulier, quoi. Et alors, pour rester, et après, pour rester sur Mascouette, il y avait une question aussi. Alors là, c'est plus sur la fin du projet et sur une fois que vous aurez intégré toute la connaissance et donc le travail en collaboration avec les différents comités notamment. Et donc, c'est une question qui va finir par être technique, mais c'était des approches qui sont envisagées pour explorer ces mesures de gestion adaptées. Quelle est la méthodologie que vous souhaitez mettre en place pour définir ça avec les professionnels de la pêche? Alors, il y a plusieurs étapes, hein. Là, aujourd'hui, on est dans une étape où on est plutôt dans l'étape où on initie une étape où on transfère, en fait, on va déjà transférer nos connaissances justement vers les professionnels, vers les pêcheurs et vers les comités des pêches pour bien les tenir au courant des avancées. Et ensuite, ça va faire vraiment l'objet de l'action 4. Alors, quelle méthode on va utiliser? Je vous avouerai que là, comme ça, c'est pas encore bien clair. On va sans doute, ça va faire l'objet de concertations, de réunions avec les comités des pêches, avec les professionnels. On n'a pas encore tous les éléments d'ailleurs, hein, parce que il y a sans doute, il y aura peut-être des choses à explorer en fonction des résultats que je vous ai montrés sur la décontamination, hein. On a des espoirs en fait là, peut-être de pistes qui vont permettre d'accélérer la décontamination. Mais aujourd'hui, on est vraiment qu'aux prémices, hein. On ne sait pas si ce sera, si ça aboutira sur des solutions applicables. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore très clair de la manière dont,
parce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes, y compris sur les résultats, la manière dont on va pouvoir décliner ça finalement en termes de mesures de gestion adaptées pour les professionnels. Mais on est en continu dialogue avec eux justement sur les résultats. On avance en parallèle en discutant régulièrement avec eux. Ok, merci beaucoup. On avait des questions un peu ressources et écosystèmes, je dirais. Donc, il y en avait une très, très directe sur la déprédation des coquilles par les poulpes, car on a noté quand même qu'il y avait sur ces derniers temps des proliférations, en tout cas, notamment des biomasses importantes de poulpes, et il se trouve qu'il y a de la déprédation sur d'autres coquillages. Donc, il y avait une question en regard sur savoir s'il y avait eu des choses qui avaient été notées sur les différents gisements et des impacts là-dessus, première question. Et deuxième question, un petit peu en lien sur la ressource, outre la déprédation, c'était le lien ressources et écosystème. Écosystème qui est intégré un petit peu dans Masquette pour essayer de comprendre tous ces blooms, donc voir si lequel d'entre vous deux a la réponse, mais c'était la question notamment sur l'acidification des océans et savoir si effectivement cette acidification a des conséquences notamment sur les coquilles, enfin sur la coquille, pas la coquille Saint-Jacques, mais la coquille en fait, vraiment la calcification peut-être, ou en tout cas vu que c'est des choses qui existent pour les huîtres, comme il est posé dans la question, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Je vois qu'Éric, tu voulais prendre un bout sur le poulpe, je suppose, mais après, je vous laisse me dire qui a des éléments, que ce soit sur la première ou la deuxième des questions. Alors, juste pour le poulpe, je sais qu'en Bretagne Sud, c'est un problème. Hein. Il y a, donc, voilà, il y a de la prédation très forte sur la coquille. En rade de Brest, on a la chance que pour l'instant, voilà, le poulpe est resté à l'entrée de la rade et n'est pas rentré dans la rade. Donc, après, je ne sais pas sur les gisements en Manche s'il y a quelque chose, Eric. Oui, ben, écoute, même chose que ce que tu viens de dire, on sait, donc on suit la problématique du poulpe. Alors, le poulpe est un animal qui est un prédateur intelligent et redoutablement efficace. Hein, donc, il mange tout ce qui est bivalve, y compris les coquilles, mais il mange aussi les crustacés, hein, donc il aime ça. Très clairement, l'impact sur les gisements Bretagne Sud, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui, a été extrêmement fort, hein, puisque les gisements des Glédans, de Belle-Île en mer ont été extrêmement impactés par l'arrivée du poulpe en 2020-2021, très clairement. Au niveau de la Manche, il y a des signalements qui ont été faits donc, du côté de Morlaix, commence à y en avoir. Il y a quelques signalements de l'arrivée de poulpe qui ont été faits aussi au niveau de la baie de Saint-Brieuc, ce qui ne va pas sans inquiéter les professionnels, et je les comprends. Et pour l'instant, ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas eu de signalement, à ma connaissance, pour l'instant, au niveau de Cherbourg et encore moins en Manche-Est. Mais bon, on suit ça quand même de près parce qu'effectivement, ça pourrait avoir un impact non neutre. La deuxième question, acidification, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais pas s'il y a des études de fait sur le sujet à ce jour. Donc, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas non plus sur la coquille Saint-Jacques. Je sais que c'est une problématique Oui. pour l'huître. Mais pour la coquille Saint-Jacques, je n'ai pas connaissance. Il y a peut-être des études. Là, j'avoue que je sèche là, sur cette question-là. Oui, mais moi non plus. Puis on n'a pas le même type d'espèces. Hein. On a d'un côté des espèces qui sont élevées, hein, qui sont sur l'estran. De l'autre, une espèce naturelle qui vit par. Hortense l'a dit, hein, qui peut vivre jusqu'à la surface. Mais enfin, les majorités des gisements, c'est entre 15-20 mètres et puis une cinquantaine de mètres. Donc, c'est peut-être pas le même impact du plus. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais à ma connaissance, en tout cas, il y a pas d'études là-dessus. À ce jour. Merci. Et il nous reste une dernière question, peut-être, avant de clôturer cette session du webinaire. Donc, question là qui permet de revenir un peu sur la gestion, les objectifs et en fait, comment on fait le lien entre ressources, gestion, définition des objectifs et de ce qui peut être pris. Et ça, encore après, avec le marché.
Ouais, mais j'ai vu Voilà. la question, donc je peux y répondre tout au moins partiellement, hein. La première chose, donc effectivement, vous avez vu qu'il y a une évolution extrêmement favorable de la biomasse, hein, partout en Manche, hein, tant que les poules ne sont pas arrivées. Donc, mais c'est pas le cas pour l'instant. En fait, on se retrouve dans une situation qui est normale, hein. Il y a largement la place dans la communauté et dans l'écosystème pour accepter cette quantité de biomasse, hein. Là aussi, je vais jargonner un petit peu en termes de capacité d'accueil, on n'est pas encore au sommet, hein. On peut aller encore un peu au-delà. Il se trouve surtout que on est content aujourd'hui parce que la biomasse s'améliore dans une pêcherie qui est quand même relativement importante. Mais c'est surtout qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, la coquille Saint-Jacques était dans un très mauvais état aussi, hein. Donc, ça s'est amélioré. Et ça s'est amélioré d'une part par la connaissance qu'on peut apporter et les mesures. On n'a pas beaucoup parlé des mesures de gestion, mais elles sont. Il faut savoir que la coquille Saint-Jacques n'est pas une espèce qui est gérée au niveau communautaire parce que quand la politique commune des pêches a été mise en place il y a déjà pratiquement une quarantaine d'années maintenant, elle était axée sur les poissons parce que c'était des espèces dites des stocks partagés avec plusieurs États membres. La coquille Saint-Jacques, c'était très localisé, donc ça a été laissé aux soins des États concernés. La France a mis, parce que c'était une des pêcheries importantes pour les pêcheurs français, a mis en place des mesures de gestion qui sont extrêmement restrictives et qui permettent justement d'avoir cette situation, cette bonne situation. Mais malheureusement, ce sont des mesures nationales qui ne s'appliquent pas au niveau international. Donc, en termes de droit communautaire, ça ne peut pas s'appliquer. Alors, on peut dire que ce n'est pas normal, mais enfin, en tout cas, en termes de droit, c'est comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, en France, il y a des mesures de gestion qui sont extrêmement strictes. Donc, on a beaucoup parlé de la saisonnalité, ouverture seulement en hiver, mais du nombre de jours de mer par semaine, du nombre d'heures par jour, mais il y a aussi donc un quota global en baie de Saint-Brieuc, il y a un quota par navire en baie de Seine, et puis ce qui est extrêmement important, on a un peu effleuré le sujet tout à l'heure par rapport aux Britanniques, c'est qu'on a un engin qui s'appelle une drague qui utilise des anneaux de 97 mm de diamètre, c'est-à-dire pratiquement 10 cm. C'est la taille minimale. Donc, ce sont des engins qui filtrent énormément, qui gardent vraiment les grosses. Les petites restent au fond. Il faut savoir que les Britanniques, ils pêchent avec des engins de 80 mm, 85 parfois. Donc on n'est pas dans la même situation, hein, ça c'est important. Hein. Et puis, autre point qui est extrêmement neuf en baie de Seine, dont on n'a pas parlé du tout, c'est la mise en place d'une jachère rotationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une zone complète de la baie de Seine, à peu près un tiers de la baie de Seine, qui chaque année est fermée à la pêche, complètement. Il n'y a pas de pêche du tout pendant une saison complète. C'est-à-dire que, et cette zone-là, c'est aussi, elle est définie en concertation avec la profession, la prise de décision est faite par la profession, par les représentants de la profession. Et la zone qui est fermée est la zone où on trouve le maximum de juvéniles. Donc, on laisse le temps à ces juvéniles de grandir une année supplémentaire. Donc, évidemment, il y avait encore des adultes qui grandissent une année supplémentaire, qui contribuent à la reproduction et qui améliorent. C'est un cercle vertueux, en fait. Et depuis la mise en place de cette jachère, c'était en 2016, on a un lien. Là, on a fait l'étude il n'y a pas très, très longtemps, l'année dernière, qui montre effectivement l'impact extrêmement fort et quasi immédiat de la mise en place de cette jachère sur l'amélioration de la biomasse. Alors maintenant, biomasse et marché, ce n'est pas parce que la biomasse augmente qu'il faut, donc les captures ont un peu augmenté, hein, enfin un peu beaucoup quand même, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut doubler les quotas, surtout pas, surtout pas. La coquille Saint-Jacques, je vous l'ai dit tout à l'heure, la structure de la population, c'est des coquilles de 2, 3, 4 ans essentiellement, mais si on la laisse un petit peu tranquille, la coquille peut vivre jusqu'à 10 ans. Donc, on peut améliorer la structure globale de la population. Et là, pour le coup, avoir une gestion, non pas sur cette année et l'année suivante, mais sur 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, une gestion à plus long terme, en laissant suffisamment de coquilles sur le fond, sous réserve que le poulpe ne vienne pas tout chambouler et que la température de l'eau n'augmente pas trop subitement. Mais on peut très bien imaginer, dans les 10 années suivantes, avoir des pêches qui soient quasiment stabilisées. Et ça, pour le marché, c'est extrêmement porteur. Au lieu d'avoir des pics saisonniers et des différences interannuelles fortes, avoir une stabilité de l'arrivée des captures sur le long terme. Donc ça c'est quelque chose d'important. Je voulais vous dire autre chose, puis j'ai oublié, mais ça va revenir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'instant. Enfin, pour l'instant, on n'a plus de questions, donc je vais rendre la parole à Hortense pour le petit mot de la fin.
Et je Ah vous oui, remercie si tu beaucoup permets, pour cette session. Oui, je te le permets. dernier point que j'avais oublié, c'est que on parle effectivement biomasse et arrivée des captures par rapport au marché. Aujourd'hui, la France consomme à peu près 100 à 120 000 tonnes d'équivalent frais de coquilles Saint-Jacques, hein. Donc, elle en importe encore beaucoup. On empêche 40 000 tonnes, tout ne va pas sur le marché du frais, donc il y a encore de la marge. Eh bien, merci beaucoup, Eric et Philippe, d'avoir répondu à ces questions. Donc, pour conclure ce webinaire, vous avez découvert la première espèce française débarquée en termes de volume et de valeur, une espèce qui est vraiment suivie de près, étant donné cette importance, et dont la pêche bénéficie d'un encadrement réglementaire très fin, une gestion adaptative qui est vraiment unique en France, qui est décidée par la profession et basée sur des données très fines, qui proviennent des campagnes d'évaluation annuelles Comore et COSP, donc 2 campagnes portées par l'Ifremer. Nous avons également vu le projet Masquette qui a permis de mieux comprendre les mécanismes scientifiques de contamination et de décontamination liés aux efflorescences toxiques pour trouver des solutions vraiment concrètes. Donc, finalement, 2 projets qui ont en leur cœur le partenariat scientifique-pêcheur. Merci à tous pour votre écoute et encore merci à Philippe et Eric pour votre expertise sur la coquille Saint-Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.